Ce n'est pas ce que vous savez qui compte, c'est ce que vous pouvez prouver. Cette réplique culte de Training Day résonne dans les salles obscures depuis 2001. Mais aujourd'hui, nous allons vous révéler 20 choses que vous ignoriez sur ce chef-d'œuvre. Sans oublier une anecdote bonus tellement surprenante qu'elle pourrait bien changer votre regard sur ce film à jamais. Entre les castings ratés de justesse, les moments improvisés dignes des Oscars, la présence de vrais membres de gang sur le plateau et une scène presque coupée au montage. Accrochez-vous! Ce sera une aventure à couper le souffle, même pour Alonzo Harris. Né d'un véritable scandale, l'histoire de David Ayer n'est pas sortie de nulle part. Il l'a écrite en 1995, s'inspirant directement des rumeurs grandissantes de corruption au sein de la brigade anti-gangs du LAPD. Lorsque le scandale Rampart a éclaté au grand jour à la fin des années 1990, il a confirmé tout ce qu'Ayer avait décrit. Des policiers fabriquant de fausses preuves, volant de la drogue, allant jusqu'à abattre des suspects non armés. Tout cela était bien réel. Ayer lui-même a grandi dans les quartiers dépeints dans le film et s'est inspiré de son expérience personnelle et de ses observations de terrain pour donner au scénario une authenticité saisissante. Le fait que la réalité ait rattrapé la fiction a donné au projet l'élan nécessaire pour enfin se concrétiser. Training Day n'a pas seulement été inspiré par la corruption, il en a été pratiquement documenté. Les Alonzo et Jake originaux. Voici une anecdote de casting qui va vous surprendre. Avant même que Denzel Washington et Ethan Hawke ne foulent le plateau, Samuel L. Jackson devait incarner Alonzo Harris et Matt Damon. Jake Hoy. Le réalisateur Davis Guggenheim devait initialement diriger le projet, conçu comme un film indépendant. Mais tout a basculé avec l'arrivée de Denzel Washington. Ce dernier était tellement attaché à sa vision du personnage qu'il a personnellement demandé à ce que Guggenheim soit remplacé par Antoine Fuqua, un réalisateur qu'il jugeait capable d'insuffler l'énergie brute et sans concession que l'histoire exigeait. C'était un coup de maître audacieux qui a finalement orienté tout le film. Pouvez-vous seulement imaginer une version sans Denzel? Eminem of Farley incarne Jake. Pour la petite histoire, le rôle de Jake Hoy a bel et bien été proposé à Eminem. Oui, Slim Shady lui-même aurait pu être le partenaire novice et naïf de Denzel Washington. Mais Marshall Mathers a refusé le rôle car il se préparait déjà pour ses débuts d'acteur dans 8 Mile, sorti un an plus tard, en 2002. Il est fascinant d'imaginer à quel point la journée d'entraînement aurait été différente avec un rappeur dans le rôle principal. Mais Eminem n'était pas le seul nom en lice. Tobey Maguire, Paul Walker, Freddie Prinze Jr., Ryan Fipe et Scott Speedman ont tous auditionné pour le rôle de Jake, avant qu'Ethan Hawke ne l'obtienne finalement. L'engagement total de Tobey B. Maguire. Tobey B. Maguire ne s'est pas contenté d'une audition. Il s'est investi à fond. Tellement déterminé à décrocher le rôle de Jake, il a passé 2 mois entiers à suivre des agents des stupéfiants infiltrés à Los Angeles. Il avait même pris du poids pour coller au rôle. Il était vraiment à 2 doigts d'être engagé. Mais quand Ethan Hawke s'est enfin libéré dans son emploi du temps, le réalisateur Antoine Fuqua a opté pour son premier choix. Il me fallait quelqu'un avec une certaine noirceur pour commencer. Je pense que ça a rendu le personnage plus intéressant. Maguire a été écarté et Hawke a pris sa place. Ça a dû être dur à encaisser, surtout après un tel engagement. Mais le destin avait d'autres projets pour Maguire. 1 an plus tard seulement, il enfilait un costume bien différent, celui de Peter Parker dans Spider-Man. Le tournage se déroulait en territoire de gang. Antoine Fuqua ne voulait pas que Training Day ressemble à un plateau hollywoodien. Il voulait que l'atmosphère soit dangereuse, car le tournage était réellement dangereux. Une grande partie du film a été tournée en extérieur dans certains des quartiers les plus malfamés de Los Angeles, y compris des zones où les équipes de tournage n'avaient jamais été autorisées auparavant. Fuqua a obtenu l'autorisation des chefs de gang locaux de tourner à l'intérieur du complexe d'immeubles Imperial Courts à Watts, une première pour une production d'envergure. De véritables membres de gangs ont été engagés comme figurants et apparaissent en arrière-plan de scènes clés, notamment lors de l'affrontement final. Lorsque Denzel Washington arrivait sur le plateau dans ces quartiers, des foules se rassemblaient pour l'acclamer. La frontière entre fiction et réalité s'estompait chaque jour du tournage. Denzel est devenu Rafael Perez. Denzel Washington n'a pas seulement incarné un flic corrompu, il s'est inspiré d'un vrai policier pour créer le personnage d'Alonzo Harris. Rafael Perez, agent des stupéfiants du LAPD, était au cœur du scandale Rampart. Il fut pris en flagrant délit de vol de cocaïne dans les armoires à sceller et impliqua des dizaines de collègues.
Washington étudia Perez et se laissa même pousser un bouc pour lui ressembler. Le réalisateur Fuqua voulait qu'Alonzo apparaisse comme un rouage d'un système plus vaste et non comme une simple brebis galeuse isolée. Washington comprenait parfaitement cet instinct. Il a un jour décrit le personnage en disant qu'Alonzo avait trop bien fait son travail, apprenant à manipuler et à repousser les limites jusqu'à devenir indiscernable des criminels qu'il était censé poursuivre. Pour se préparer à son rôle, Ethan Hawke a accompagné de vrais policiers du LAPD en patrouille. Il a passé du temps avec des détectives des stupéfiants, observant leurs interactions avec les suspects, les informateurs et entre eux. Hawke et Washington ont également rencontré Horse Camera, des agents infiltrés, des trafiquants de drogue locaux et même des membres de gangs afin de mieux comprendre les dynamiques du monde qu'ils incarnaient. Deux véritables policiers, Michael Patterson et Paul Lozada, ont officié comme conseillers techniques sur le plateau tout au long du tournage. Ce souci d'authenticité a non seulement sublimé le jeu des acteurs, mais a aussi conféré au film une dimension palpable pour le public, même s'il ne pouvait pas toujours l'expliquer. Le tour de passe-passe de la scène de poker. L'une des scènes les plus tendues du film est celle où Jake s'assoit pour jouer aux cartes avec Smiley et sa bande en attendant Alonzo. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le réalisateur Fuqua a délibérément tenu Ethan Hawke dans l'ignorance. Avant le tournage, Fuqua a secrètement demandé aux acteurs incarnant les membres du gang d'improviser leurs répliques et d'avoir un comportement imprévisible, sans rien dire à Hawke de ce qui allait se passer. L'objectif était de rendre l'inconfort et le malaise visible de Jake parfaitement authentiques. Et c'est réussi. L'anxiété de Hawke dans cette scène n'était pas simplement le fruit d'un bon jeu d'acteur. C'était une réaction sincère à l'incertitude de ce qui allait se passer ensuite. FK avait compris que la véritable tension naît d'une véritable incertitude. Et il a su exploiter cette idée avec brio. La scène que le studio voulait supprimer. Dans une scène cruciale du film, Alonzo rencontre trois hauts fonctionnaires, surnommés les Trois Rois Mages, dans un restaurant. Les dirigeants de Warner Brothers souhaitaient la couper, arguant qu'elle ralentissait le rythme du film. Mais Fuqua s'est battu avec acharnement pour la conserver. Il insistait sur le fait que cette scène était essentielle car elle prouvait que le comportement illégal d'Alonzo n'était pas un hasard. Il était cautionné par la hiérarchie. La corruption remontait jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. Sans cette scène, Alonzo n'aurait été qu'un flic ripou de plus. Grâce à elle, il est devenu le symptôme d'un système bien plus vaste et profondément inquiétant. Fuqua a remporté cette bataille et le film y gagne en profondeur. Si ces anecdotes vous plaisent, un petit service. Cliquez sur « J'aime ». Laissez un commentaire pour nous dire quel est votre moment préféré de Training Day et, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Nous avons encore beaucoup de choses à vous révéler, y compris un bonus à la fin qui pourrait bien vous surprendre. Ce restaurant mythique cache un secret. Le restaurant où Jake rencontre Alonzo pour la première fois au début du film est un véritable monument de Los Angeles, le Quality Café. Mais le plus étonnant, c'est que ce même restaurant apparaît également dans S.E. Sept Inn de David Fincher, où le personnage de Morgan Freeman rencontre Gwyneth Paltrow. Si vous comparez les deux scènes, vous remarquerez des angles de caméra étonnamment similaires, notamment un plan du cuisinier cassant des œufs sur la plaque chauffante. Et ce n'est pas tout. Le Quality Café était également l'endroit où travaillait la mère de Nicolas Cage dans 60 secondes chrono. Ce petit restaurant a connu une carrière cinématographique bien remplie. Malheureusement, il a fermé définitivement ses portes et est depuis devenu l'un des monuments cinématographiques disparus de Los Angeles. Une zone grise assumée. Le réalisateur Fuqua a toujours refusé de réduire Training Day à une simple histoire de bien contre mal. Il considérait les deux personnages comme évoluant dans des zones morales ambiguës. Jake est généralement honorable, mais son ambition le pousse à transiger avec ses principes, surtout sous le charme d'Alonzo. Et Alonzo, aux yeux de Fuqua, était autrefois un bon flic dont les compétences exceptionnelles l'ont peu à peu transformé en ceux-là même qu'il était censé combattre. C'est cette complexité qui élève le film au-delà du simple thriller policier. Cela oblige le public à se poser des questions dérangeantes sur le pouvoir, la moralité et la facilité avec laquelle la frontière entre le bien et le mal peut disparaître. La voiture d'Alonzo était un personnage à part entière. Sa Monte Carlo de 1979 n'était pas un simple accessoire, c'était un choix narratif délibéré. L'équipe de production avait sélectionné ce véhicule précis car il symbolisait le lien profond d'Alonzo avec la rue et son esprit à l'ancienne. Son aspect délabré et usé reflétait sa propre déchéance morale.
Au fil du film, la voiture subit des dommages de plus en plus importants. Rayures, impacts, des balles, pare-brise brisé. Autant d'altérations qui symbolisent de la perte de pouvoir d'Alonso. À la fin du film, Alonso et sa voiture sont irrémédiablement perdus. Les fans considèrent depuis longtemps la Monte-Carlo comme un personnage à part entière, et à juste titre. Chaque boss racontait une histoire. Snoop, Dre et Macy. Training Day réunit des légendes de la musique dans des rôles inattendus. Snoop Dogg y incarne Blue, un dealer en fauteuil roulant. Dr. Dre joue Paul, un des protégés corrompus d'Alonso au sein de la brigade des stupéfiants, et Macy Gay interprète la femme d'un dealer dont le domicile est perquisitionné. Tous trois étaient déjà des figures majeures de la musique à l'époque, et leur présence a conféré au film une crédibilité authentique, ancrée dans le milieu de la West Coast, qui paraissait naturelle et non artificielle. Raymond Cruz, qui incarne le tireur d'élite membre du gang, mérite également d'être mentionné. Les fans de Breaking Bad et de Better Call Saul le reconnaîtront instantanément comme le chef de cartel déséquilibré, Tuco Salamanca. Terry Crews avant la célébrité, avant de devenir une star du cinéma d'action, une icône de la comédie et une égérie Old Spice. Terry Crews a fait une brève apparition, presque imperceptible, dans Training Day. Crews apparaît vers la fin du film, et à l'époque, presque personne ne l'a remarqué. Mais avec le recul, c'est une anecdote amusante. L'une des personnalités les plus appréciées d'Hollywood se cachait à la vue de tous dans l'un des films policiers les plus sombres des années 2000. Les fans du début des années 2000 prendront plaisir à le repérer. Cela nous rappelle que même les plus grandes stars ont dû commencer quelque part, souvent dans l'ombre. Il parle espagnol à son fils. Il y a un moment d'une grande force, tout en subtilité, dans le film, où Alonso rend visite à sa maîtresse Sarah, interprétée par Eva Mendes, et s'adresse entièrement à son jeune fils en espagnol. Le dialogue se traduit approximativement par « Comment vas-tu? Mon fils? Es-tu sage? Tu grandis. Beau garçon. Ne pleure pas. Viens ici. Écoute ton papa. » C'est une rare lueur de tendresse chez un personnage presque entièrement défini par la manipulation et la violence. Denzel Washington prononce ses répliques en espagnol avec une telle chaleur et une telle authenticité qu'on en oublie un instant qui est vraiment Alonso. Et c'est précisément le but. Même les monstres ont des moments d'amour véritables, et c'est ce qui les rend d'autant plus terrifiants. L'appel que vous avez manqué. Après avoir exécuté Roger, Alonso s'installe dans sa voiture et passe un coup de fil. Il dit à son interlocuteur « Ouais, assure-toi juste que la baignoire est propre, mon pote. » Au premier abord, cela semble être une remarque anodine. Mais plus tard dans le film, lorsque Jake manque de se noyer dans une baignoire chez Smiley, le lien devient terriblement évident. Alonso parlait très probablement à Smiley, lui donnant des instructions sur la façon de tuer Jake. C'est une préfiguration si subtile que la plupart des spectateurs ne la remarquent qu'au deuxième ou troisième visionnage. Le scénario de David Ayer regorge de ce genre de détails cachés. De petits détails qui récompensent une attention soutenue et qui donnent à chaque visionnage l'impression d'être nouveau. Le report du 11 septembre, initialement prévu pour le 21 septembre 2001, Training Day, a vu sa sortie repoussée au 5 octobre suite aux attentats dévastateurs du 11 septembre. Le film a ainsi remplacé Collateral Damage, avec Arnold Schwarzenegger, un film sur un attentat terroriste jugé trop sensible pour l'époque. Étonnamment, la bande originale du film était déjà sortie le 11 septembre chez Priority Records. Malgré ce retard, Training Day s'est hissé en tête du box-office dès son premier week-end, engrangeant plus de 22 millions de dollars et près de 105 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget de 45 millions. Un moment historique aux Oscars. L'interprétation d'Alonzo Harris par Denzel Washington n'a pas seulement suscité l'admiration de la critique, elle est entrée dans l'histoire. Son Oscar du meilleur acteur lors de la 74e cérémonie des Oscars a fait de lui le deuxième Afro-Américain seulement à remporter cette distinction. L'Oscar est décerné à J'aime ma vie, Denzel Washington, après la victoire de Sidney Poitier en 1964 pour Le Lys des champs. Cela représente un écart de près de 40 ans. Ethan Hawke était également nommé pour l'Oscar du meilleur second rôle masculin, mais n'a pas remporté le trophée. L'American Film Institute a par la suite classé Alonzo Harris au 50e rang des plus grands méchants du cinéma de tous les temps. Washington lui-même a déclaré qu'Alonzo était son rôle préféré, celui qu'il avait le plus apprécié jouer. Et honnêtement, cela se voit à chaque image. La scène de King Kong a failli être perdue. Voici un détail qui risque de faire frémir les cinéphiles.
La scène iconique de King Kong, celle qui a sans doute valu à Denzel Washington l'Oscar, a été tournée en une seule prise, et cette prise était légèrement floue. Le réalisateur Fuqua a envisagé de la couper à cause de ce défaut technique. Mais son monteur l'a convaincu que la performance était si puissante que le public ne remarquerait jamais le flou artistique. Il avait raison. La scène est devenue l'un des moments les plus cités et référencés de l'histoire du cinéma. Fuqua se souvint plus tard que, lors du tournage, de vrais membres de gang présents sur le plateau étaient venus le voir et lui avaient dit « C'est un succès ». Même eux savaient qu'un événement légendaire venait de se produire. Et restez à l'écoute. La révélation à venir est directement liée à ce moment. Une suite télévisée qui a failli voir le jour. Après l'immense succès du film, Warner Brothers a exploré plusieurs pistes. Des rumeurs circulaient concernant une suite directement sortie en vidéo, se déroulant des années plus tard, où un Jake plus âgé et plus sage prendrait sous son aile une nouvelle recrue afro-américaine. Ce projet n'a jamais abouti. Cependant, le réalisateur Fuqua a développé une série télévisée sur les journées de formation pour CBS, diffusée pour la première fois en 2017. La série inversait les rôles raciaux. Bill Paxton incarnait le policier vétéran corrompu et Justin Cornwell, la jeune recrue idéaliste. Tragiquement, Bill Paxton est décédé durant la première saison et la série a été annulée peu après. L'héritage de Training Day a continué de toucher de nouveaux publics, même si la version télévisée n'a jamais tout à fait réussi à égaler la magie de l'original. Anecdote bonus. La réplique la plus culte de Training Day, et sans doute l'une des plus cultes du cinéma, a été entièrement improvisée. Dans le scénario original de David Ayer, Alonzo, lors de la confrontation finale, était enragé et hurlait des choses comme « Je vais tout brûler et m'en aller. On verra bien ». Des répliques percutantes, certes, mais pas légendaires. Puis Denzel Washington est entré en scène et quelque chose a tout changé. Il s'est mis à vociférer, à proférer des menaces, et c'est alors qu'ont jailli ces mots inoubliables qui allaient marquer la culture populaire pendant des décennies. Le réalisateur Fuqua était tellement stupéfait qu'il s'est tourné vers son caméraman et lui a murmuré qu'il espérait qu'ils avaient réussi à la capturer, car il ne la recréerait probablement jamais. Une fois la prise terminée, Denzel s'est approché, épuisé, et a déclaré qu'il ne savait même pas d'où elle venait. Washington a estimé par la suite que 30 à 40% de sa prestation était improvisée. Ce moment spontané est devenu l'image emblématique du film, la pièce maîtresse de sa campagne pour les Oscars et l'un des actes de créativité les plus électrisants de l'histoire du cinéma. Ce n'est pas seulement un fait, c'est une légende. Training Day ne nous a pas seulement offert l'une des plus grandes performances de l'histoire du cinéma. Ce film a ouvert un débat sur le pouvoir, la corruption et la mince ligne bleue qui sépare l'ordre du chaos. 25 ans plus tard, son impact reste intact. Il suscitait toujours autant de discussions et nous donne encore des frissons à chaque fois qu'Alonzo monte dans cette Monte-Carlo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites officiellement partie du Club des Revoirs et nous prenons cela très au sérieux. Alors, voici votre défi. Si vous parvenez à citer les 21 faits de cette vidéo sans la revoir, vous avez le droit de vous prendre pour King Kong. Sinon, abonnez-vous, like et laissez un commentaire, car il est clair que vous avez besoin d'une autre séance d'entraînement avec nous. À vous de la parole. Quel moment de ce film vous donne encore des frissons? Et surtout, quel film devrions-nous revoir ensuite? Laissez votre choix en commentaire. Nous lisons tous les commentaires et votre suggestion pourrait bien devenir le sujet de notre prochaine vidéo.